Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Club Pantio. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission, un numéro spécial lié au fait que nous sommes dans une énième trêve internationale. Vous vous êtes farci sans doute ce magnifique France-Israël cette semaine, qui vous a sans doute rappelé que le foot de club vous manque et que l'OGC Nice ne revient que la semaine prochaine. On a pris le temps de réfléchir à un format. Ça fait quelques semaines qu'on en discute avec les deux invités du jour pour parler aujourd'hui tactique et système de Franck Hez. Il y a pas mal de choses à dire. L'objectif, c'est d'aller un peu plus dans le détail et d'aller au-delà de ce qu'on peut entendre, on va dire classiquement, hein, football offensif, rapide, 3-4-3, etc. etc. Voilà, on va essayer de vulgariser. Alors, moi, je vais, on va dire, coordonner le tout. Hein. J'ai pas la prétention d'avoir ces connaissances-là, mais on va dire, on a une double casquette aujourd'hui. On a la casquette aussi scouting avec Vincent, parce qu'il y aura une petite rubrique mercato dans un second temps. Mais on va prendre les choses dans l'ordre. Déjà, je salue une première titularisation dans le club Pantio, celle de Franck, supporter du gym et Ouais. on va dire qui va être un peu notre chef tactique du jour. Est-ce que tu peux te présenter et est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais autour du foot, Franck, s'il te plaît? Bien sûr. Bah, déjà, merci beaucoup de m'avoir invité. Surtout, c'est très agréable et une première pour moi de passer dans une émission. Donc, bah, moi, je m'appelle Franck, Francky, l'analyste sur Twitter, hein, donc c'est comme ça qu'on me connaît un peu. Fier supporter de Nice depuis l'âge de mes 5 ans. Le Ré, j'ai connu le Ré, l'épopée du Stade de France avec Nancy, avec Antonetti, etc. Heu, Bah, écoute, moi, ce que je fais, c'est que je suis auto-entrepreneur. Je suis analyste vidéo, pour une agence, de joueurs qui est basée en Belgique, qui s'appelle Renaissance Management Sport. Je travaille avec des joueurs individuellement parlant, donc je fais des retours de matchs individuels, même parfois collectifs avec, des joueurs de national 2, même D2 belge, et cetera. Donc voilà, je suis là à la demande de Pancho qui veut que j'aiguille un peu tous nos internautes sur les différents schémas tactiques, philosophies, etc. Et forcément, donc on va avoir ce détail. On a suffisamment de recul. Le jour où on enregistre ce numéro, on est le 16 novembre, donc il y a eu quand même un certain nombre de matchs qui nous permettent aujourd'hui d'en savoir un peu plus. Alors, il y a des choses qu'on savait déjà avant qui se sont déroulées, mais vous verrez quand même qu'il y a des choses qui sont intéressantes à soulever. D'autant plus que sur les derniers matchs, il y a eu également ce changement tactique en cours de match sur lequel nous reviendrons, voilà, ce 4-2-3-1, ce 4-3-3. Voilà. Et puis forcément, qui dit analyse vidéo, tactique, etc., dit aussi besoin, dit projection sur le mercato hivernal. Et c'est là que tu interviens, Vincent, alias Bertigno06 sur Twitter. Comment ça va, Vincent? Ah, ça va super. Vraiment content de faire encore ce format-là. C'est le genre d'émission que j'aime bien. Ça parle un peu jeu, un peu mercato. Moi, c'est tout ce que j'aime. Donc, content de faire ça et de parler du gym. Voilà, donc dans un second temps, on abordera effectivement les joueurs que tu as ciblés, un peu comme tu l'avais fait cet été, avant cette période de mercato hivernal qui potentiellement sera calme, on ne le sait pas, mais qui sera déterminante pour l'issue de la saison. Dans un premier temps, on va commencer par toi, Franck. Alors, Oui, c'est une émission qui va être très visuelle. Je ne l'ai pas dit en introduction parce que Franck et Vincent nous ont préparé des diapositives. Donc les personnes qui sont sur une écoute podcast, on va essayer de détailler au maximum, de manière à ce que ce soit compréhensible pour vous. Mais je vous invite quand même, dans la mesure du possible, à basculer sur le format vidéo qui sera sans doute un peu plus clair pour vous. Franck, déjà, on va prendre les choses dans l'ordre. L'an dernier, ouais. saison 2003-2024, Francesco Farioli est l'entraîneur de l'OGC Nice. Une cinquième place en championnat, une qualification pour l'Europa League. Est-ce que tu peux nous donner quand même des éléments dans les grandes lignes sur le système Farioli à l'OGC Nice, ce qui a fonctionné, ce qui a un peu moins fonctionné,
et voilà, afin de tout doucement basculer sur le Nice de Francaise. Ouais, y a pas de souci pour ça. Donc, bah, Farioli, on n'enlève pas le travail qu'il a effectué à Nice, hein, bien sûr, même si il a reçu beaucoup de critiques sur la philosophie de jeu, que c'était bien beau la passe à 10, etc. Après, Farioli a un style de jeu bien complexe. En fait, il a un système, pour ceux qui ça parle un peu plus, comme un peu des Herbie, c'est-à-dire qu'on va aspirer l'équipe au maximum, l'équipe adverse au maximum, pour renverser, pour créer des décalages, etc. Donc, par exemple, à contrario de Deserbi, il a un 4-2-3-1 qu'il utilise en permanence. Après, Farioli, il utilisait un 4-3-3 avec une pointe basse et 2-8 box-to-box qui avait Thuram ou peut-être un 8-10 avec Sanson. Euh, ce qui avait plutôt bien marché, c'était l'efficacité, surtout l'année dernière, ce qui a été très efficace. On gagnait des matchs avec, pas des, avec des petits scores. Il avait aussi une organisation offensive qui était bien dessinée, avec un jeu de position qui était bien lisible, avec du jeu de mouvement, avec un jeu très lent surtout. Et c'est pour ça aussi que les gens ont peut-être pas trop accroché en fait à ce système de jeu parce que c'était très lent, tandis que bah, justement à contrario de Aise, là on arrive avec du jeu très rapide, voire éclair. Donc voilà, si vous voulez qu'on aille un peu plus dans les détails, Farioli, malgré tout, tout ce qu'on peut dire, a fait un gros taf, a essayé de venir avec un projet de jeu et une philosophie de jeu qui est à saluer, parce que c'est très compliqué dans un championnat comme la France, comme la Ligue 1, qui est très dur physiquement, tactiquement. On a beau critiquer par exemple les Italiens, mais la France aussi est pas mal derrière niveau tactique. C'est très dur de contourner une équipe française. Alors, ce que je te propose, Franck, c'est que voilà, on est sur la première diapositive schéma tactique. Euh, Déjà, peut-être avant de commencer à explorer ton travail, quelle a été la réflexion, selon toi, des dirigeants dans le choix de Franck Hez, voilà, au même titre que le retour de Lucien Favre, acte 2, où Jean-Pierre River mettait en avant la notion de jeu, etc. Bon, ça a fait un peu pchit, hein, voilà, mais dans l'idée, c'est du jeu, du divertissement, et puis voilà, un jeu plus explosif. Ouais, tout à fait. Donc après, je pense que pour revenir sur Lucien Favre, quand il avait fait sa première année, il faut se rendre compte qu'il avait aussi en main une équipe qui était plutôt très bien construite sur aussi la continuité de la saison juste avant avec Claude Puel. Donc en fin de compte, Favre était aussi dans de bonnes dispositions et aussi avait de quoi faire parce que si vous vous souvenez un peu du fameux match contre Monaco où on gagne 4-0 à la maison, on était en 5-3-2 je crois, si je dis pas de bêtises, avec Belanda et Balotelli en attaque. Donc Belanda qui tournait autour de Balotelli. Donc en fait, elle était là aussi la différence. Donc on avait beaucoup de jeux portés vers l'avant avec un jeu de possession. Et en fin de compte, Ed et Favre se rapprochent un peu, c'est-à-dire que ils veulent de la possession, mais plutôt de la possession rapide avec de la transition fluide. Donc c'est là aussi il y a ce parallèle qu'on peut faire entre les deux. À contrario de Farioli, je pense que bah, par exemple les dirigeants ont choisi Hez parce que les supporters peut-être ont, ont mis trop leur grain de sable pardon, justement sur l'esthétique que Farioli proposait en fait. C'est-à-dire que c'était très lent. Il faut dire faut dire ce qui est, c'est qu'on s'ennuyait un peu des fois, qu'on tournait à 1-0, alors qu'il y avait moyen de faire beaucoup plus. Donc je pense que ce choix a été fait par rapport à ça, par rapport au fait que bah, si tu veux remplir un stade, il faut que ça soit beaucoup de spectacles, avec une équipe qui a envie, avec une équipe dans laquelle on se voit, en fait, on se retrouve aussi, parce que faut dire ce qui est, bah, Nice, on s'est tous retrouvés dans une équipe qui avait quand même cette grinta-là. Peut-être on jouait pas les premières positions,
on jouait pas le top 5 tout le temps, mais on aimait ces joueurs-là parce que justement, ils donnaient du cœur, enfin, ils se battaient, quoi. Donc, je pense qu'aussi, c'est ce qu'on veut retrouver via Eze, parce que Eze, bah, il avait une équipe euh, très combative, et, euh, et je pense que c'est ce que les dirigeants ont voulu rechercher, en fait, tout simplement. Je Je te, pense que, je te propose qu'on passe à la première diapositive que tu as ouais, bien sûr. préparée sur bien, le schéma tactique. Hmm. Donc, Bah, alors, je te laisse décrire du coup ce qu'on voit à l'image là. d'accord, bah en fait là c'est les schémas les plus utilisés entre guillemets. Donc voilà, schéma tactique classique pour Aise, c'est-à-dire un 3-4-3 qui a été le plus souvent utilisé à 52%, comme on peut le voir sur la photo. Et après à 15%, le 4-2-3-1, le 3-4-2-1, pardon. Donc en fait c'est juste un schéma tactique, tout dépend l'articulation qu'on lui donne, ça on reviendra plus tard. Donc là j'ai mis son schéma préférentiel qu'on peut retrouver aussi à Lens dans les saisons passées. Et j'ai fait aussi dans la deuxième diapositive, justement, j'ai mis le système de base, parce que c'est un système de base, parce que justement, Aise donne beaucoup de flexibilité à son groupe. Donc on verra au fur et à mesure les différents schémas, comment ça peut s'articuler aussi. Et voilà. Je passe à la schéma tactique de base et au screen du match OGC Nice Saint-Etienne. Donc, qu'est-ce que tu souhaitais nous développer par rapport à ça? Une image du. En, en fait, c'était pour montrer tout simplement, en fait, c'était un peu comme un retour, on va dire, d'analyse, par exemple, de l'adversaire que je peux faire aussi aux différents coachs. En fait, c'est pour montrer via l'image, comment ça se présente, en fait. Donc, sur cette image, on peut voir en fait le 3-4-3 qu'on peut voir à ce moment-là, parce que justement, dans contre Saint-Etienne, ça a été très flexible. J'ai pris beaucoup d'images de Saint-Etienne pour montrer en fait le vrai projet de jeu de Franck Hez, parce que c'est le match le plus abouti, à mon sens, hein, bien sûr, avec cette philosophie de jeu. Je passe Donc voilà. au screen suivant sur le schéma tactique défensif. Parce que, encore une fois, voilà, on parle du système du 3-4-3, 3-4-2-1 suivant le match. Mais dans le détail, défensivement, comment est-ce que ça s'articule? On voit que les pistons redescendent beaucoup aux côtés de la charnière à 3. Ah bah bien sûr, donc bah de toute façon comme je l'ai dit en début d'émission, avec Francaise, c'est tout le monde défend, tout le monde attaque, donc on peut voir les pistons comme Abdi ou Klose qui redescendent pour faire une ligne de 5. On peut voir aussi bah, les ailiers, là en l'occurrence il y a Boga et Evan Guessant qui reviennent, donc ça nous crée ce bloc bien compact euh, qui est en 5-4-1. Donc ça, c'est face à Paris. Bien sûr, en fait, ce qui fait aussi surtout Aise, c'est que face aux grosses équipes, il aime défendre avec un bloc équipe bien compact et plutôt bas. Donc, euh, donc elle est là la différence aussi avec les autres équipes aussi qu'on peut voir dans les différents matchs parce que des fois il va être beaucoup plus haut sur le terrain, il va être en bloc médian ou même bloc haut médian puis voilà hein. Donc il faut en fait faut pas croire mais Franck Hez est très flexible sur la tactique ou sur les différents schémas défensifs ou offensifs qu'on peut retrouver dans ces matchs. On passe à la diapositive suivante sur le pressing. Euh, Bah écoute, est-ce que, alors est-ce le que, est-ce que pressing, en fait, avant, c'est l'un des points forts de Nice voilà, cette saison. est-ce que avant, est-ce que avant Oui, tu peux, avant de détailler, peut-être nous faire un point sur le pressing, voilà, non mais parce que voilà, on va pas dévoiler ce qui se passe avant les émissions, je pense que c'est important de toi qui es dans le, on va dire dans le milieu et qui est voilà entre guillemets, mais qui maîtrise certaines notions.
que tu nous Oui, précises concrètement ce qu'est le pressing. bah, le pressing, en fait, il y a différents pressings qu'on peut voir. Il y a le pressing individuel qu'on a pu voir, par exemple, avec Farioli l'année dernière, où on faisait des marquages individuels et des pressings individuels, où on essayait de chercher haut avec Farioli. Là, avec Franck Hez, en fait, ce qu'on essaye, enfin, ce qu'il veut mettre en place, c'est un pressing collectif sur lequel, en fait, tout va démarrer par une détection d'une potentielle passe soit latérale ou soit verticale. Tout dépend de la compréhension aussi de l'équipe et, euh, et ce que veut mettre en place. Le but aussi, c'est de, voilà, comme on connaît Hez, il aime beaucoup chercher très haut. Donc là, le pressing et collectif avec Franck Hez. Donc le but, c'est vraiment d'aller presser le plus haut possible avec toute l'équipe quasiment, parce qu'on peut voir même les défenseurs centraux monter à la ligne médiane, donc à la ligne médiane, pardon. Et voilà. Donc voilà la différence, par exemple, entre Farioli et Franck Hez. On est sur la première image du pressing. Euh, Est-ce que tu peux nous détailler en gros ce que tu as voulu montrer à travers cette image-là? Voilà. En fait, là, on va voir le déclenchement du pressing collectif. Sur la première image, on va voir que le défenseur central de l'AS Saint-Étienne va tenter une passe latérale. Donc là, Klose va enclencher ce pressing-là pour forcer justement à revenir vers l'arrière. On va voir aussi les différents justement pressing qui va être organisé via l'individuel aussi, parce qu'on va voir que sur chaque passe que l'AS Saint-Étienne va faire, euh, on va voir les joueurs presser chacun leur tour jusqu'à qu'il y aura le déclenchement collectif et qu'on va voir justement sur la solution latérale qui va être du côté droit. C'est là où on va voir justement ce déclenchement collectif qui va se produire. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ça va forcer l'AS Saint-Étienne à jouer vers l'arrière, à faire des erreurs. Donc, c'est comme ça qu'on arrive à récupérer le ballon à la ligne médiane, qui nous permet aussi de relancer et en fait, qui va effectuer aussi cette transition latérale via la passe de Boulka. Voilà, c'est ce que je voulais montrer. On passe à la diapositive suivante sur le match contre le Paris Saint-Germain. Voilà, là, on va voir justement le bloc. Là, j'ai bien dessiné le bloc pressing qui va être mis en place. Donc là, c'est comme pareil, c'est contre Paris. On sait que Paris, euh, ça joue au foot. Ça joue aussi avec des relances très courtes. Donc là, on va aller chercher beaucoup plus haut et que ce soit individuellement ou collectivement parlant. Là, on va voir aussi comment ça s'articule. On voit que ça presse chacun un joueur, mais ça réduit les espaces. Ça réduit les espaces et les angles de passe du PSG. Alors, Voilà. maintenant, on passe à une autre notion, celle du jeu de mouvement et de position. Donc, tu faisais le parallèle avec ce que proposait Francesco Farioli l'année dernière. Ouais. Eh bien, écoute, je vais proposer la première diapositive qui est encore ce match contre Saint-Etienne. Est-ce que tu peux nous décrire un peu Effectivement, ouais. ce qui est à l'écran? Bah, la différence, justement, comme je le disais en début, la différence de jeu de position qu'il y a avec Farioli, entre Franck Hez et Farioli, c'est que on va jouer très rapidement. On va essayer de prendre tous les espaces qu'il y a à prendre. Le fait qu'on joue aussi avec deux pistons nous permet d'élargir justement notre bloc équipe, de monter beaucoup plus haut, aussi d'étirer le bloc équipe adverse pour créer des espaces. Elle est là aussi la différence entre Farioli et Franck Hez, c'est-à-dire que là, c'est du jeu beaucoup plus rapide. Donc, on va directement se projeter vers l'avant. Donc, on va tenter une passe justement axiale. Il y a Mohamed Ali Chaud qui est revenu descendre dans le cœur du jeu, mais qui va faire cet appel, dans l'axe du jeu vers l'avant et qui va permettre de libérer de l'espace et il va aspirer à lui tout seul deux joueurs justement. Donc ça va permettre à Klose d'être seul, d'avoir une zone libre qui permet justement la projection.
Dans ce diapo, on va voir aussi que Jonathan Klaus fait une super passe aussi dans l'axe du jeu, dans lequel où il y a cette zone faible, cette deuxième zone faible justement qu'on va voir parce que toute l'équipe de l'AS Saint-Etienne a été aspirée sur un côté. Donc là, c'est le fixé renversé qu'on peut retrouver un peu partout dans lequel où Ndombele va venir axial, justement pour créer cette zone de compression et libérer les espaces sur les côtés où on peut voir Momocho et Jonathan Klaus qui sont complètement libres sur le côté et qui pouvaient largement mieux faire sur cette action. Je te propose Voilà la différence. qu'on passe à l'image suivante, qui est encore décidément le match Nice-Saint-Etienne, au-delà, au-delà du score. Alors déjà, pourquoi est-ce que tu considères que c'est le match le plus accompli au-delà du score historique? Bah, en fait, c'est plus accompli parce que c'est là où on a vu vraiment les presets de Franck Hez, où on le voit le mieux, parce que à contrario de certains matchs, on le voit quand même hein, dans les autres matchs, mais là, c'est vraiment, on le voit vraiment. Euh, Enfin, il n'y a pas besoin, par exemple, de faire tous les dessins que j'ai fait pour comprendre ce système-là, enfin cette philosophie-là. Donc c'est pour ça que je dis que c'est le plus abouti parce que c'est là où on voit vraiment ce que peut donner si vraiment, si tout est bien au diapason, en fait, si l'équipe est bien organisée, avec une bonne compréhension du jeu, et ben ça donne ça justement, ça donne ce résultat, bah, comme tu dis, historique. Ça donne bah, du plaisir. On a pris beaucoup de plaisir dans ce match-là. On a pris du plaisir parce que ça bougeait, c'était fluide, ça se portait vachement vers l'avant. Enfin, c'est le football qu'on aime en fin de compte. Donc c'est pour ça que je dis que c'est le match le plus abouti pour le moment, enfin à mon sens, hein, bien sûr, euh, de la saison, quoi. On est sur Donc la deuxième diapositive de jeu de mouvement et de bien sûr. position. Donc là, Euh, Vas-y. ouais, pardon, hein. Donc là, c'est une phase de construction plutôt classique, mais là, on va avoir aussi une structure en 3-1-4-1-1 qui est avec une pointe basse, justement, qui est Rosario. Ça, j'ai beaucoup aimé cette structure-là, qu'on a un peu moins retrouvée par la suite. Donc c'est pour ça que je l'ai mise en avant avec justement Guessant qui joue ce rôle un peu de numéro 10, dans lequel on peut voir qu'il est seul dans les demi-espaces. Pareil pour Shaw, pour Ndombele. Shaw, il est même redescendu en tant que 8, quasiment, on peut voir sur ce diapo. Donc avec Moukoko qui joue la pointe. Donc en fait, là, on est vraiment sur du jeu de position pur et dur. Et que là, c'est le déséquilibre qui va faire la différence aussi sur cette action. Et si je peux me permettre de rajouter, le rôle de Guessant, il est primordial dans cette animation-là. Tout à Parce que fait. tu as un profil qui est excellent au jeu et qui est désormais de mieux en mieux aussi dans la verticalité, dans les courses. Et ça, chez l'adversaire, c'est dur à cerner parce que tu peux pas le laisser dos au jeu parce que c'est un appui important et pour autant, il est aussi capable de venir te perforer. Donc, c'est l'offensif le plus efficace et le plus utile à l'animation de Francaise, sans aucun doute. Et tout repose autour de lui, en fait. Hein. On l'a Tout vu à fait. contre Twente. C'était compliqué sans lui. Donc ouais, tout tourne autour de Guessant et rôle primordial. Tout à fait. Sans pour autant que ce soit considéré comme un numéro 9. C'est-à-dire qu'on a tenté dans l'axe sur le début de saison, et dès lors qu'il a été décalé un peu sur ce rôle hybride de, je vais pas dire ailier, mais un peu attaquant reculé qui part un peu plus loin, on le sent beaucoup plus à l'aise parce qu'il a plus d'espace. C'est un peu ce match contre Saint-Etienne qui montre aussi que lorsqu'il y a une pointe devant lui, il a été décisif. Ouais, Ça. monstrueux même, très monstrueux, monstrueux de haut but. On voit clairement qu'il arrive à garder le ballon. Justement, là, c'est pour ça que je me répète que c'est le match le plus abouti dans le sens où tout s'est bien organisé en fait, tout s'est bien passé. Il y a beaucoup de mouvements
vers l'attraction que j'appelle, c'est-à-dire que bah, par exemple, on peut voir Rosario qui va redescendre, Shaw qui va redescendre, qui va permettre d'attirer l'adversaire justement beaucoup plus bas, qui va donner l'espace à Evan et qui va se mettre dans les meilleures dispositions pour être dans sa force, c'est-à-dire dos au but, et qui va permettre aussi à lui tout seul d'aspirer beaucoup de joueurs, parce qu'on sait que bah, dos au but, c'est très compliqué. Donc les équipes adverses privilégient peut-être parfois deux défenseurs sur Evan Guessant. Donc c'est pour ça, c'est très très compliqué de défendre sur Guessant qui a un jeu de corps incroyable, hein. Ouais. Donc, comme là, on peut le voir aussi sur cette séquence-là, il garde super bien le ballon, il propose une solution à chaud, il revient à l'intérieur, il centre. Bon, son centre, il est un peu chanceux, ça revient sur Ndombele et clairement, bah voilà, ça fait un but avec une construction, avec du jeu de mouvement, où justement, où on comprend vraiment bien la philosophie de Franck Hez et de ce qu'il veut mettre en place. Alors, je ne l'ai pas dit, mais ça me semblait logique, mais je le dis quand même. Ça va être un format qui va être sur YouTube, également en podcast, mais il va de soi qu'on ne peut pas utiliser le format vidéo. Donc, Ouais, c'est ça. c'est pour ça que Franck a fait des captures d'écran pour étayer un peu le propos. Mais voilà, il y avait trop de risques que cette vidéo qualitative soit strike. Donc, on a préféré opter pour cette option-là. Donné, on n'avait pas non plus énormément de possibilités. Mais bon, voilà, petit aparté. Mais forcément, début de concédé. Alors, Ah ouais. Alors, en fait, pourquoi je veux parler des buts concédés pour que en fait les gens comprennent que les différents buts concédés, que ce soit contre Marseille, contre Lille, contre Toulouse, contre Auxerre, ce sont des buts avec de mauvaises compréhensions. Donc en fin de compte, c'est même pas collectif, c'est plutôt individuel parfois, même beaucoup plus. Par exemple, il y en a beaucoup qui sont individuels. Par exemple, contre Marseille, on va voir que c'est une mauvaise compréhension entre Youssouf et Bouka, parce que Bouka donne un langage corporel à Youssouf qui montre qu'il veut sortir et qu'il hésite sur cette sortie-là. Donc Youssouf, on le voit même sur les images, ceux qui vont revoir les images après le podcast, justement, on va voir Youssouf qui écarte les bras parce qu'il a compris que Boulka voulait sortir. Par exemple, le but de Lille, c'est pareil. Là, c'est une mauvaise lecture du jeu, de trajectoire aussi, qui permet de se faire éliminer plus facilement. Bouka, encore une fois, pas. Bah là, sur ce but-là, bon, il y avait plusieurs solutions pour peut-être éviter de prendre le but, avec Bambito qui faisait une course plutôt intérieure, qui pouvait gêner l'attaquant. Bouka qui ferme mal l'angle, qui ouvre trop, bien sûr. Donc c'est pour ça qu'on prend ce but aussi facilement contre contre Lille. Contre Toulouse, bah pareil, c'est une mauvaise compréhension. Rosario aurait dû fermer l'axe, aurait dû fermer la passe intérieure enfin la talonnade qui a été faite par l'attaquant toulousain, parce qu'il a aspiré aussi Boudaoui et Bombito en même temps via son appel. Par exemple, le but contre Auxerre aussi, c'est un long dégagement sur cette phase-là. Euh, Dante est un peu en retard, Bouka hésitant. Donc, en fin de compte, ce que je voulais montrer, c'est que c'était des buts un peu bébés qu'on prenait à chaque fois, alors que c'est du très haut niveau. Et c'était juste ça que je voulais souligner et que les gens ne doivent pas s'inquiéter par rapport à ça parce que ça peut toujours se rectifier avec le temps. il y a aussi une notion qu'on n'a pas évoquée, dont on a déjà parlé avec Vincent en début de saison. Vous pouvez peut-être en discuter, c'est les transitions défensives. Quoique sur les dernières semaines, je ne sais pas quel est votre ressenti, j'ai l'impression qu'on arrive mieux à les gérer. Mais donc déjà, est-ce que Franck ou Vincent, vous pouvez expliquer qu'est-ce qu'une transition défensive et on en est où par rapport à ça aujourd'hui collectivement?
Ouais, je vais laisser Vince répondre à cette question. Ouais, on l'a peu entendu. Non, de toute façon, il y a les transitions défensives et les transitions offensives. Au niveau défensif, la transition, elle débute à la perte du ballon. Donc, ça va être la réaction de l'équipe à la perte du ballon et il y a des transitions défensives lentes et des transitions défensives rapides. Transition défensive lente, c'est quand l'adversaire va pas vouloir chercher à contre-attaquer, il va plutôt chercher à repartir sur attaque placée, en repartant de derrière, en construisant. Là-dessus, le gym de Francaise, il est plutôt au point. On souffre peu sur des attaques placées, on est rarement mis en danger. Les transitions défensives rapides, donc ce qui est contre-attaque, là on est en difficulté. C'est aussi le système qui veut ça, la philosophie de jeu de Francaise, parce que on joue en 3-4-3, donc ça implique des latéraux qui vont monter haut en phase offensive, et forcément, à la perte du ballon, tu t'exposes sur les côtés, tu t'exposes à laisser de l'espace dans la largeur, mais aussi au milieu de terrain où tu as que deux joueurs pour courir l'axe. Suffit qu'il y en ait un seul qui soit monté et qui ait pas les jambes pour revenir assez vite et tu t'exposes très très rapidement. Donc moi je trouve que c'est vraiment là-dessus qu'on souffre parce que chaque transition rapide adverse, on est vraiment à la limite. Alors ça va qu'on a des joueurs individuellement qui sont quand même bons. Je pense notamment à Bombito qui est capable de couvrir de larges espaces, qui est bon au duel aussi. Dante qui a l'expérience avec son placement et sa façon d'anticiper. Mais pour moi, c'est l'axe majoritaire d'amélioration parce que on est trop friable sur ces phases-là. Et c'est un problème qui vient pour moi du milieu de terrain où on n'a pas un milieu, je trouve, qui a la science du placement et de l'anticipation pour couper ces transitions-là, pour C'est fermer ça. les espaces, pour venir bloquer un côté, par exemple. Donc, pour moi, ça, c'est le gros axe d'amélioration qu'on a. Tout à fait. Moi, je rejoins tout à fait ce que dit Vince. Euh, c'est clair qu'en transition, on arrive à concéder pas mal de buts, même sur des transitions arrêtées. Hein, faut pas croire, hein, on en prend pas mal. Mais c'est vrai qu'on a de la chance, on a beaucoup de chance d'avoir des individualités qui sont très rapides, qui sont très féroces aussi. C'est un axe de progression qu'on doit absolument corriger et qu'on doit vraiment mettre en place. Après, comme il a dit Vince au tout début de son intervention, c'est la philosophie de Franck S qui veut ça. Quand on voit le match, par exemple, contre Paris, où on a pris quand même pas mal de transitions, euh, parce qu'ils ont des joueurs très explosifs comme Bracola, etc. Euh, Bah là, on peut voir que ça a été un peu mieux géré, parce que on était bien positionné, on était un peu mieux dans la gestion de la transition. Euh, Contrairement à d'autres matchs, hein, contre Lille, dans la transition, on en a pris pas mal, je crois. Hein. On en a pris une bonne dizaine, je trouve. Donc c'est vrai que c'est un axe de progression où on doit vite progresser. On verra si effectivement dans les pistes du mercato, Vincent aura orienté les besoins en fonction justement de ce manque-là actuel. Mais effectivement, je pense que on ne peut pas demander à créer du déséquilibre sans accepter aussi un déséquilibre collectif. Bon, c'est aussi en rodage dans ce sens-là. Après les buts concédés, donc les axes de progression, on a peut-être un peu teasé ce que tu allais dire, Mm. mon cher Franck, mais je te laisse développer sur la première diapositive du match contre le Paris Saint-Germain. Oui, bien sûr. Bah aussi, ça c'est une autre axe de progression sur lequel vraiment on doit progresser à mon sens. Si on était beaucoup plus clair dans ces phases de transition offensive, dans la récupération haute, dans lesquelles on en est très souvent en supériorité numérique face à la défense adverse, c'est là-dessus qu'on doit vraiment progresser un maximum parce que il y a tellement de matchs sur lesquels on aurait pu déjà plier le match, en fait, que ce soit contre Paris, contre Monaco, quand on était à 11 contre 10. Là, sur cette première séquence, contre Paris, on a une récupération qui est ultra haute, justement avec Guessant qui anticipe super bien. Tu as des courses qui sont éclairs de la part de Shaw et de Evan, mais pareil,
encore une fois, on manque de vista dans les derniers mètres, justement, dans la zone de vérité, on est encore en manque de vista, sur lesquels où il y aurait eu des passes, beaucoup plus simples à tenter. Parce que, par exemple, sur celle de Paris, on est en 3 contre 2 en fin de compte, parce qu'il y a Vitinha qui revient, mais enfin, il est vraiment loin des 3 attaquants. Mais encore pareil, on a un problème, c'est qu'on fait toujours la touche de trop dans cette zone-là. Là, on voit que Guessant, s'il la donne en première intention, au deuxième poteau pour Boga, ça peut déjà être un 1-0 à la troisième minute. Et en fait, compte, il fait cette touche de balle en plus qui permet aux Parisiens de revenir un peu mieux et à Donnarumma de fermer cet angle de passe. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est un axe de progression vraiment sur lequel on doit s'appuyer et qu'on doit continuer à progresser parce qu'on aurait pu tellement de fois détruire les équipes en face dès les premiers instants. On a un gros manque de finition et il faut dire ce qui est. C'est la finition, la vista, on manque cruellement cette saison, quoi. Donc Alors, c'est pour ça. est-ce que le dispositif tactique et les consignes de Hez, parce que c'est quelque chose qu'on a déjà entendu, et le côté très énergivore, Ouais. te fait pas perdre justement en lucidité dans le dernier geste? Euh, Alors Si là, c'était une occasion à la 60e minute, je hmm, t'aurais dit oui, parce que c'est ce qui se passe un peu contre Monaco avec Guessant, où il fait, où il dribble 3 joueurs, il fait cette course vers l'avant, mais pareil, il a pas encore cette lucidité de faire cette passe à Boudaoui qui était seul. Après Boudaoui aussi, pareil, on voyait qu'il était un peu cuit sur cette accélération, et il pouvait pas plus se porter vers l'avant, mais avec Dessy, bien sûr, s'il avait fait cette passe un peu plus avec un tempo bien coordonné avec Boudaoui, on aurait pu déjà plier ce match-là depuis un bon bout de temps. Et il y a deux situations comme ça contre Monaco. Mais contre Monaco, ces situations-là, elles arrivent à la 60e ou 70e minute, où l'équipe a fourni justement un effort physique très intense. Mais contre Paris, on est à la troisième minute. On doit pas, à mon sens, on doit pas manquer de lucidité maintenant, quoi. Là, c'est de suite. Contre Paris, tu dois de suite les prendre à la gorge. C'est ce qui a été fait justement sur la séquence. Et tu dois terminer ton action. Et c'est pas que contre Paris, hein. Contre Nantes aussi, on l'a eu. On a manqué cruellement de lucidité et de vista dans la surface de réparation. Et c'est dommage parce que c'est des actions qui nous coûtent des buts et qui nous coûtent des matchs nuls ou qui nous coûtent des points, quoi. Donc voilà, ça c'est un axe sur lequel on doit vraiment progresser et on doit être plus tueur, quoi. l'optimiste qui est en moi te dira que mieux vaut peut-être commencer mollement une saison que la commencer tambour battant et qu'elle termine d'une manière moisie. Voilà. Donc la deuxième partie de saison sera beaucoup mieux, mais en quelque sorte, après, il faut aussi humaniser le footballeur de manière générale. Enfin, je veux dire, lorsqu'on met les choses tout bout à bout, et on le dit, hein, changement de coach, etc., Farioli, Digard, Favre, Galtier, etc., 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 je veux dire, au bout d'un moment, je pense que cette équipe-là, autant collectivement qu'individuellement, que dans les résultats, que dans tout, que dans la crédibilité, elle a besoin de stabilité. Donc, Tout à fait. on jugera, on pourra juger concrètement, non pas à la fin de saison, mais dans 2 3 ans, si on a la chance de garder ce coach pendant 2 3 années. Franck, on passe à la prochaine diapositive. Là, Monaco. c'est contre Monaco. Oui, effectivement, je vois Mm. la tête blonde de Caio Henrique. Effectivement, je te laisse poursuivre. Bah, contre Monaco, pareil, on fait une récupération super haute dans lequel Boudaoui fait cette course vers l'avant avec le ballon, Laborde qui a le champ libre, qui a un espace libre sur lequel où en fait on n'arrive pas à exploiter cette faille-là, alors que là normalement on doit déjà marquer. Euh, Il y a Diop qui fait cet appel aussi vers l'extérieur pour aspirer les deux défenseurs centraux. Après sur cette séquence-là, Boudaoui a malheureusement a une mauvaise conduite de balle
et aurait dû tenter une passe pied gauche sur la board, qui aurait pu être déjà dans une situation favorable dans la surface de réparation à un contre un, ou même justement un 3 contre 2 bien plus démarqué, quoi. C'est-à-dire que si Boudaoui fait cette passe en profondeur pour la board, on se retrouve vraiment dans un 3 contre 2 et les deux sont largement étirés. Les deux défenseurs centraux de Monaco, bien sûr, sont largement étirés et qui pourraient donner même encore une fois une autre action qui pourrait permettre une passe en retrait pour Boudaoui s'il continuait sa course, hein, bien sûr. En fait, la compréhension aurait pu donner d'autres perspectives d'action, en fait. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est un axe sur lequel on doit être vraiment, et j'insiste, beaucoup plus tueur. Parce que on reste dans un schéma plutôt classique. Bon, là, comme je t'ai dit tout à l'heure, là, on est à la 60e minute, enfin aux alentours de la 60e minute. Boudaoui, il avait fait un gros match sur l'aspect physique, hein, bien sûr. Donc c'était peut-être compliqué d'avoir cette lucidité-là. Donc, sur cette action-là, il fait une passe à Diop, alors que Kerrer, justement, était bien positionné. Donc, il essaie. Et il avait encore, en plus, Boudaoui, il avait encore cette solution de passe pour la board intérieure qui aurait pu se retrouver en situation de 1 contre 1 encore une fois. Et en fait, il va choisir la passe sur Diop et Diop va essayer de centrer au deuxième poteau alors que Enrique fait un retour qu'il faut souligner, un retour héroïque à ce moment-là. Donc voilà, c'est sur ce genre de choses que le gym doit travailler encore et encore. Après, je sais que, voilà, comme on a dit, c'est Franck Hez, c'est des courses à haute intensité, c'est beaucoup d'énergie dépensée et je sais que ça peut être très compliqué de garder la lucidité et la vista dans ces moments-là. Donc, voilà. La gé- Pareil sur la. Là, donc, Ouais, deuxième diapositive, encore en lien avec la gestion des 30 derniers mètres, les bons choix, c'est ça. la négociation en fait de la supériorité numérique aussi dans ces zones-là. Et dernière diapositive, on est encore sur le match contre Monaco Ouais. et phase de contre-attaque, j'ai l'impression. Ouais, phase de contre-attaque, phase de transition offensif avec un gros travail de Evan, hein, qui élimine les trois joueurs, comme je le disais au début, qui élimine les trois joueurs. Donc c'est là en fait où on voit que la lucidité, elle y était un peu moins parce que on voit Boudaoui qui est tout seul au rond central, avec Shaw qui fait un appel latéral qui aspire son vis-à-vis. Donc en fait, c'est là où on doit travailler encore sur ça justement, là, Evan doit faire cette passe axiale pour Boudaoui, qui aurait pu se mettre dans les meilleures dispositions euh, pour peut-être marquer ce deuxième but à ce moment-là, parce qu'on l'avait toujours pas marqué encore une fois. Donc, encore une fois, c'est là où j'en veux un peu à Evan sur certaines actions, c'est que c'est quelqu'un qui est monstrueux depuis le début de la saison, mais sur lequel il doit encore progresser, c'est-à-dire lâcher beaucoup plus vite le ballon en ayant un peu plus de vista que d'habitude. Donc après, sur cette course-là, attention, hein, ce qu'il fait, c'est fantastique parce que tu élimines trois joueurs, donc le défi athlétique et physique, il était bien présent. Et en plus, on arrive quand même dans euh, en fin de match où Evan il avait beaucoup donné sur l'aspect physique. Donc c'est très compliqué à, à garder la lucidité dans les 30 derniers mètres. Donc oui, encore une fois, on humanise les joueurs aussi, hein, sur lesquels c'est très compliqué. Moi, j'étais le premier à être furieux devant cette action-là. Mais après, voilà, il faut mettre les choses dans l'ordre et que physiquement, c'est très très compliqué de tenir et d'avoir cette lucidité dans les 30 derniers mètres. Mais c'est sur ça qu'on doit encore progresser encore et encore et encore jusqu'à qu'on soit plus tueur parce que, comme je le dis, depuis le début de la saison, on a beaucoup de phases dans ce style-là sur lesquelles on doit tout tuer. On doit tuer l'équipe adverse depuis un bon moment. Contre Paris, par exemple, pendant 45 minutes, on a posé beaucoup de problèmes à Paris, mais en deuxième mi-temps, voilà, parce qu'on aussi on sortait d'un match européen, on a
on a une philosophie qui dépense beaucoup d'énergie, donc la deuxième période, elle a été beaucoup plus dure. Pareil contre Monaco, il y a eu des moments où ça a été même à 10, ça a été à 11 contre 10, pardon, ça a été un peu plus difficile physiquement. Mais ça viendra avec le temps, hein, avec le travail encore et encore. Et puis en espérant aussi un jour avoir un groupe au complet. Parce que c'est ce qui nous fait un peu défaut aussi, c'est que bah, les joueurs perdent, à force de se blesser en permanence, bah, ils perdent le rythme plus facilement parce que on peut le voir avec Ndombele. Ndombele, au début de saison, il était très très bon, puis là il était un tout petit peu moins bien, mais il revient petit à petit. Donc voilà, bon, ça c'est encore un autre aspect, mais c'est des aspects qui comptent beaucoup. Et Donc puis, voilà. et puis c'est aussi se rendre le match plus facile. Parce que mine de rien, si Ouais, t'es bien si sûr. t'es- si t'es plus efficace, tu te rends le match plus facile. Et enfin, là, je pense au match de Paris où en fait, si tu mènes 3-0 à la mi-temps, ben ça, c'est pas choquant. Parce que les occasions claires, tu les as. Et 3-0 à la mi-temps, non pas que Paris ne revient pas, mais quelque part, tu appréhendes différemment le match, alors que là, finalement, bah, la deuxième mi-temps, elle était quand même compliquée, quoi. On a peu vu C'est la ça. balle et on a eu par moments aussi un peu de réussite. C'est Oui, ici, ouais, Franck, que tu as. Ouais, tu voulais rajouter quelque ouais, chose. ouais, je voulais juste rajouter encore une chose, c'est que bah, c'est pour ça que j'ai pris le match de Saint-Étienne comme un match référent, parce que justement, bah, quand tu vois, bah, on met 4 buts en première mi-temps, bah voilà, ce que ça donne en fait si bah, t'es plus lucide en fait et que Hmm. t'as beaucoup plus de vista dans les 30 derniers mètres, ça donne ça. Ça donne des matchs beaucoup plus faciles, avec beaucoup plus de gestion. Une deuxième mi-temps, bah, tranquille, mais on a continué encore à attaquer, on a continué à marquer des buts. Enfin, voilà, c'est pour ça que je me suis attardé sur ce match-là principalement. Et aussi, je voulais rajouter quelque chose, parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup vu. C'est-à-dire que les gens ont beaucoup de mal à comprendre la différence entre un schéma tactique et une philosophie de jeu. Parce que j'ai vu beaucoup de gens réclamer, oui, Francaise doit jouer en 4-2-3-1, oui, Francaise doit jouer en 4-4-2, 4-3-3, etc. Mais sauf que le schéma tactique, c'est justement, c'est juste un schéma sur le papier. Après, le plus important, c'est comment on articule ce schéma-là. Parce qu'on peut voir Pep Guardiola, par exemple, qui commence en 4-3-3, mais il finit à 5 attaquants. C'est tout dépend comment on articule, quelle est notre philosophie de jeu, comment on fait les choses, et que les gens doivent comprendre que c'est pas parce que tu passes en 4-2-3-1 que ça va changer quelque chose. Ça a fait un effet de surprise contre Lille sur le moment, mais après, dès qu'ils ont compris le changement tactique qui a été fait par Hez, bah, on a été un peu plus dans le dur, et justement, on prend ce deuxième but contre Lille. Donc, euh, donc finalement, le schéma tactique, c'est juste sur le papier. Et ça, il faut qu'ils comprennent, les gens. Et les différents supporters, même partout, pareil. Donc voilà. Merci beaucoup en tout cas pour cette partie très claire et très complète, Franck.